Kid. Avec Étienne Alexandre Beauregard, chercheur pour l'Institut Cardus. Et là, je suis très intéressé de t'écouter. La natalité au Québec, un bébé bonus, que ça fonctionne vraiment. Dis oui, là, pour qu'on fasse des bébés, là. Ouais, ben c'est ça, exact. Le sujet, c'est une étude de la chaire de fiscalité et finances publiques, la chaire de Luc Godbout, donc qu'on entend beaucoup parler dans les médias, qui était en fait en réaction un peu à mon étude sur cette question-là. J'ai vu citer en première page, fait que je me suis dit, bon, ce serait intéressant d'en discuter. En fait, sur toute la question, justement, de la baisse de fécondité au Québec. Je sais, on en avait déjà discuté. Toi aussi, la question de la famille, ça t'interpelle. Et dans le fond, moi, ce que j'avais dit, puis ça, il y a à peu près personne qui est en désaccord avec ça, c'est que, ben oui, évidemment, les déterminants économiques ont une influence sur le choix de le faire ou pas. Après, ce qui est débattu, c'est la question de l'efficacité au sens de est-ce qu'un dollar investi là, c'est la meilleure place où le mettre si on paye directement? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui sont en jeu? Et là, c'est un peu ça que l'étude vient dire. Ils disent, bon, oui, ils disent pas que ça n'a aucun impact. Il y a à peu près personne qui dit ça. Ils disent, par exemple, ça se pourrait-tu que ça coûte un peu trop cher par rapport à autre chose? Oui. Mais moi, j'avoue, ce qui m'a quand même interpellé là-dedans, ce qui me fait dire que je suis peut-être pas complètement dans le champ, c'est que, en fait, si on regarde là, la raison numéro 1 pour laquelle les gens, les familles du Québec n'ont pas le nombre d'enfants qu'ils voudraient, c'est parce qu'on a nos enfants de plus en plus tard. Hein? Pour toutes sortes de raisons, bonnes ou mauvaises, le fait que les études durent plus longtemps, le fait que notamment l'accès à la propriété, ben, ça arrive plus tardivement. Exact. Fait que toutes sortes de facteurs avant que les gens désirent, avant de dire, bon, OK, on fait le choix, ben, ils sont plus difficile que pour mes parents, par exemple, ou plus encore, mes grands-parents. Et cela dit, ce qu'on voit, par exemple, sur l'impact d'un bébé bonus, c'est que ça fait en sorte que les gens vont avoir des enfants avant. Okay. Ce qui me mène à dire, c'est à peu près difficile, voire impossible de prédire est-ce qu'un tel enfant serait né même si la mesure n'était pas là. Parce que là, on conjoncture, tu sais. Puis là, quel pourcentage serait vraiment arrivé? Ben, tu peux juste avoir certaines estimations. Certains vont dire que ce serait plus, certains vont dire que ce serait moins. Mais moi, mon argument, puis que je mettais de l'avant dans mon étude, c'était de dire que si, avec un soutien ciblé, on permet aux familles d'avoir un enfant plus tôt, donc au moment où ils le voudraient, plutôt que de devoir attendre parce que toutes sortes de situations ne sont pas atteintes autrement, ben, c'est une victoire en soi. Puis si tu réussis à l'avoir avant, bien à ce moment-là, bon, la fenêtre de fécondité étant ce qu'elle est, tu as plus de chances aussi d'en avoir un deuxième après. Tu es déjà en mode parental, etc. Puis tu as ce mode de vie-là. C'est pour ça que je dis que c'est pas complètement dénué d'intérêt non plus. Mais moi, une question que peut-être c'est très difficile à calculer ou à étudier, mais dans ces parents-là, sur 100 parents qui reçoivent un bébé bonus, lesquels reçoivent le bébé bonus pour vraiment fonder une famille, puis lesquels, on va se le dire, font un bébé pour recevoir de l'argent. Là. Ouais, après, je sais pas, c'est une objection qu'on entend souvent. Mais parce que c'est une réalité. Oui, connaissant l'humanité, là... Oui, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont eu des enfants pour un chèque de 5 000 $? Ça ne m'étonnerait pas. Ouais, mais je sais pas. J'ai l'impression que ça, peut-être qu'on l'exagère. Je serais surpris que ça soit le facteur principal parce qu'en fait, il y a tellement d'implications avec 100%. Ça et tout. Puis après, moi, je pense que là où ces allocations-là peuvent être pertinentes, disons-le, c'est pas quand le gouvernement paye des gens pour faire quelque chose en particulier en disant je l'aurais pas eu sinon, mais en disant j'avais le désir, mais bon, il y a toutes sortes de coûts qui viennent avec. Ouais. Des fois, hey, est-ce que j'ai besoin, je sais pas, d'un appartement avec une chambre de plus? Est-ce que j'ai besoin, je sais pas moi, d'une nouvelle voiture pour un troisième bébé? C'est toutes sortes de coûts qui viennent avec, puis que des fois, on n'a pas toujours les moyens, parce que bon, il y a beaucoup de Québécois quand même qui vivent d'une paie à l'autre. 100%. De dire, est-ce que c'est pas, en fait, la manière qu'il faut le penser, c'est comme une compensation pour des coûts afférents pour un désir que tu avais déjà. Parce qu'il faut pas effectivement que ça devienne le gouvernement paye les gens pour faire des choses qu'ils veulent pas. Non, absolument. Mais le 5 000 $, est-ce qu'on aurait plus d'enfants si, je donne un exemple comme ça, là, tout à l'heure, on parlait de fournitures scolaires, ça coûte jusqu'à 700 $ par enfant pour rentrer. Est-ce que si on rendrait, on baisserait les prix de l'éducation ou on rendrait ça gratuit, littéralement, là, mais un vrai gratuit? Bien, vrai gratuit, c'est nous qui payons, là, on se le rappelle. Mais pour que le parent n'ait pas à débourser, est-ce que peut-être cet investissement-là du gouvernement inciterait plus le monde à avoir des enfants? Parce que souvent, ce que j'entends, c'est « Ah, mais tu sais, j'ai un enfant, mais un deuxième, tu sais, ça coûte cher. Ça coûte cher. » C'est le mot que j'entends souvent dans ce sujet-là. Oui, absolument. Puis bon, tu sais, 5 000, moi, je disais ça au hasard. Là. Mais j'ai pris l'exemple. Là. Mais effectivement, moi, je pense que quand on pense aux politiques familiales aujourd'hui, il faut se poser la question comment est-ce qu'on peut réduire le coût d'opportunité, entre guillemets, d'être parent pour pas que ça soit vécu comme un sacrifice ou un choix déchirant ou quoi que ce soit. Puis
Puis là-dessus, je pense effectivement qu'il y a du travail à faire. Puis le point d'ailleurs que moi je faisais dans l'étude, c'était pas de défendre spécifiquement et uniquement une allocation unique à la naissance. C'est de dire par contre qu'on voit dans la littérature internationale que quand on rend le coût de la parentalité moins important, bien, les gens sont plus capables de faire ce choix-là quand ils le désirent déjà. Puis ça, c'est vraiment très, très difficile à contredire dans la mesure où c'est tout à fait logique. Exactement. S'il y a moins de freins pour la fécondité, bien alors on peut plus facilement réaliser des désirs qui étaient déjà présents. Oui, non, absolument. Il y a comme une certaine logique, mais à la fin, c'est sûr que c'est le choix d'une vie, hein, littéralement, avoir un enfant, une responsabilité d'une vie. Et puis, effectivement, ça coûte cher, même si tu fais très attention. Hein, mettre un humain sur Terre, ça vient avec des conséquences, en quelque sorte. Ton deuxième sujet, c'est intéressant. Les conservateurs deviennent plus nationalistes et les nationalistes deviennent plus conservateurs. Depuis le temps que je dis qu'on tombe tout sur la tête, ça ne m'étonne pas, mais explique-moi. Oui, mais c'est que je regardais évidemment les nouvelles ce matin, puis là, je vois d'un côté M. Plamondon avec le PQ qui sort en disant « Nous, on va mettre la hache dans Santé Québec, dans Mobilité Infra, et on va faire la chasse au gaspillage dans les missions de l'État qu'on juge pas essentielles, donc on devine pas la santé, l'éducation, les garderies, etc. » Et d'ailleurs, ça nous rappelle pas mal... on a hâte de voir où, par exemple. On a toujours hâte de voir où. Mais ça nous rappelle la sortie de M. Duhem la semaine passée, qui a dit quelque chose d'assez similaire. Bon, M. Duhem l'a chiffré, il a dit 47 milliards sur 5 ans. M. Plamondon n'est pas arrivé avec des chiffres encore, peut-être qu'il va le faire pendant la campagne. Et on voyait aussi dans la section nouvelles ce matin que le Parti conservateur dévoile sa plateforme aujourd'hui et met de l'avant un aspect nationaliste où ils disent on veut un hymne national pour le Québec, on veut une constitution, on veut aussi une loi qui, eux, appellent une loi René Lévesque là, pour mettre essentiellement la clause dérogatoire sur l'ensemble des lois du Québec, faire en sorte que ce soit les Québécois qui décident comment on se gouverne, pas les tribunaux à Ottawa. Et... J'étais content que tu en parles parce que depuis ce matin, en voyant ces nouvelles-là, je m'étais dit est-ce qu'il y a comme un flirting qui se passe entre le PQ et le Parti conservateur québécois? Bien, l'affaire, c'est que moi, ça fait une couple de fois que je dis ça. J'ai l'impression qu'ils courent après les mêmes électeurs, Nicolas. On dirait. Moi, c'est quelque chose que j'ai dit dans quelques livres, de dire que ton nationalisme moyen au Québec aujourd'hui, là, il est beaucoup moins de gauche qu'il l'était dans les années 60-70, quand on a justement construit le modèle québécois, etc. Je pense que, bon, on est à une autre époque où, bon, le nationalisme, c'est beaucoup quelque chose des familles de classe moyenne, qui regardent ça aussi puis qui disent, bon, ben peut-être qu'il y a du gaspillage, oui. Peut-être qu'on aimerait ça avoir plus d'argent dans nos poches. Est-ce que c'est normal qu'on soit les plus taxés en Amérique du Nord? Fait que d'une certaine manière, l'inverse arrive aussi, dans le sens que ton électeur de droite, il est plus nationaliste qu'il l'était. Fait que ça veut dire que quand tu es dans la position de M. Plamondon ou de M. Duhem, ben, tu regardes ça puis tu te dis, OK, ben, il faut que je sois capable de parler sur les deux tableaux parce que ces personnes-là sont un peu tiraillées entre les deux. Puis d'ailleurs, quand on regarde les groupes démographiques où les deux partis sont à peu près les plus forts aujourd'hui, c'est les actifs. Hein? Les 35-54, les gens qui sont sur le marché du travail, qui souvent ont une famille, bon, qui souvent sont aussi ceux qui se font pressuriser par l'impôt. Pressuriser, j'aime ton terme. Oui, c'était bon, ça. Je cherchais un terme pudique pour le dire, Nicolas. Fait que tout ça pour dire, on dirait qu'ils parlent au même monde. Fait que c'est intéressant de voir qu'effectivement, la division qui existait entre les deux, ou même l'époque où le Parti québécois était vraiment plus typé à gauche et nationaliste, évidemment, le Parti libéral était typé plus à droite et, bon, pas nationaliste, ça a un peu changé dans la mesure où ton électeur de droite, il est plus particulièrement libéral sur les questions identitaires, puis ton électeur de gauche, ben justement, lui, il est devenu un peu plus multiculturaliste et tout. Fait que ça change le paradigme. Mais c'est intéressant parce qu'on dirait qu'il y a un Frankenstein qui est en train de se créer. OK? Parce qu'il y a le Parti conservateur québécois qui flirte avec, disons, ce qui est à droite du Parti québécois. OK? Et il y a une bonne partie de la CAQ aussi qui rentre là-dedans. Donc là, il y a trois partis bizarroïdes qui est en train de se créer. Après, bon, il y a Québec solidaire qu'eux, il faut leur donner, ils sont strictement à gauche et ils sont pris dans leur bataille interne. Oui, c'est ça, ça n'a pas l'air de marcher beaucoup. Hein. Non, ça a l'air d'être complexe. Et il y a les libéraux là, qui ont toujours le même discours depuis ad vitam aeternam. Donc, bon, il n'y a aucune surprise. Alors, c'est drôle, hein, mais on dirait qu'il y a eu une explosion d'offres politiques. Puis finalement, là, on revient à... Finalement, c'est du pareil au même. Là. Bien, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'on dirait qu'on a trois partis en ce moment qui essayent de parler grosso modo au même monde. Mais en fait, ce que ça dit, moi, je ne suis pas là pour dire si c'est bon ou si c'est mauvais. Non, je fais juste leur choix, hein? analyser. Mais je pense que tout le monde voit en ce moment que si tu es un nationaliste de centre-droit au Québec, tu es l'électeur payant. Puis que si on veut une majorité ou même gagner on a besoin de toi. On a besoin d'aller les chercher. We need you. Exact. Fait que ça va être qui l'électeur cible à qui tout le monde va parler pendant l'élection. Je pense que c'est lui puis qu'on vient de le définir ce matin. Ça va être intéressant. Allez, à bientôt.